Bon, voici un problème à résoudre. Un petit problème à résoudre, hein. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? 2,4 mètres cubes d'air comprimé dans un réservoir d'une capacité de 8 litres. Quelle est sa masse volumique? De 8 litres, quelle est sa masse volumique? Donc, il faut bien comprendre ce que c'est comme problème. Donc, on a 2,4 mètres cubes d'air. « 2,4 mètres cubes d'air. Bien sûr, l'air à température, à une certaine température, bon, c'est un gaz. L'air est un gaz à température ambiante, même à 0 degré, hein, c'est un gaz. Donc, en fait, les gaz ont une propension à s'expanser. Et donc, ils ont besoin d'un contenant fermé, hermétique, de façon à éviter donc, que le gaz s'échappe. Et donc, il faut le maintenir dans un réservoir. Un réservoir, bon, hermétique, solide, pour pas qu'il, je veux dire, bon, hein, voilà, attention que si je mets, ça peut être du caoutchouc avec des ferrailles, hein, du fer, comme par exemple les pneus. Pneus de voiture, bon, c'est de l'air, hein, on peut le faire avec une pompe, hein, une pompe manuelle, hein, je veux dire, ou via un compresseur. Et donc remplir un volume d'air dans un pneu. Attention que les pneus, il y a les tubeless, et avec chambre à air, sans chambre à air, hein. Voilà, donc en fait, le but c'est toujours d'injecter de l'air et de gonfler, je veux dire, à un volume, le pneu à un volume de gaz et une pression de gaz bien précise. Voilà. Bon, le but c'est pas d'expliquer, j'expliquerai une fois comment on appelle ça, le remplissage, comment il se fait pour les pneus de voiture et à quelle pression faut-il le faire, hein, en fonction qu'une voiture est chargée ou pas, et le type de voiture. J'expliquerai à ce moment-là comment on fait, mais c'est pas le but ici. C'est tout simplement de se dire que on a affaire à une quantité de gaz qui est comprimée. Comprimé, qu'est-ce que ça veut dire? Que, en fait, on va le mettre dans un petit volume. On va réduire le volume comment? En le comprimant, c'est-à-dire en augmentant sa pression. Voilà. Donc si je le comprime, la pression va augmenter. Et comprimer, c'est en fait le volume qui va diminuer et donc la pression qui va être plus forte. Voilà. Et on demande quelle est la masse volumique du gaz, ρ. Bien sûr, on demande la masse volumique du gaz comprimé à 8 litres. À 8 litres. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, la masse volumique, ici, on cherche la masse volumique du gaz comprimé dans le réservoir. Bien sûr, hermétique, on peut mettre un robinet, hein, mais avec des tuyauteries pour, bon, voilà, peu importe, ça c'est pas... On peut avoir une arrivée d'air comprimé, hein, avec un robinet et un départ avec un robinet d'air comprimé. Voilà, bon, quand je dis robinet, on peut mettre une vanne, hein, ou une électrovanne. Mais ça, c'est pas le but ici. C'est pas le but, c'est pas le sujet. Donc il y en a 8 litres dans le réservoir de 2 mètres cubes d'air. On a mis 2 mètres cubes d'air dans 8 litres. Mais 2 mètres cubes d'air, c'est à l'extérieur. Quand il est à l'extérieur, de 2,4 mètres cubes à l'extérieur, et on le comprime à 8 litres. Voilà. Donc ici, ça c'est... On aura une certaine masse, on demande la masse volumique du gaz comprimé
Alors que le gaz volumique, la masse volumique de l'air, ben, elle est donnée normalement, hein, j'ai bien dit normalement, parce qu'il existe plusieurs types de standardisation. Elle est donnée dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire aux conditions CNTP. Aux conditions CNTP, on donne une valeur, je vais dire, d'euros. Bon, je vous le dis tout de suite, elle est 1,293 kg par mètre cube, aux conditions CNTP. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que le CNTP? Ben, en fait, ce sont des conditions pratiques, hein, qui sont mises en pratique dans les laboratoires. Donc, vous comprendrez que c'est en partie arbitraire. C'est arbitraire, en fait, et dépend de l'expérimentation et de mesures en laboratoire, comme je vous ai dit, dans les domaines de physique et chimie, donc dans des laboratoires de chimie, physique et chimie. Voilà. Donc, elles permettent donc des comparaisons entre résultats expérimentaux, vous l'aurez compris. J'ai bien dit, on est dans un cas d'expérimentation. Les conditions CNTP sont dans les cas d'expérimentation, puisque, comme je vous ai dit, il existe pas mal d'autres standardisations. Ici, j'ai pris la CNTP à 1,293 kg par mètre cube. Voilà. CNTP, que signifie le CNTP? C'est les conditions les plus usuelles, les plus habituelles, les plus utilisées, hein, qui se fixent à une température de 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273,15 Kelvin, ce qui est la température thermodynamique, et à une pression normale de 1 atmosphère, c'est-à-dire 1,013 bar, ou encore 101 325 pascal, soit la pression atmosphérique que l'on retrouve au sol. Au sol. Voilà. Donc, les cas d'expérimentation sont, enfin, le cas d'usage des conditions CNTP sont euh, euh, des cas pris dans des configurations expérimentales dans des laboratoires de physique-chimie, et qui signifie que c'est la prise de mesure à, voilà, à 0 degré, hein, et une pression atmosphérique de 101 325 pascal. Voilà. Parce que vous comprendrez qu'il y a d'autres conditions normales selon diverses organisations, et on en retrouve plusieurs. Hein. Il y a l'IUPAC STP, hein, il y a l'IUPAC tout court, il y a l'ISO 10781, il y a l'ISO 13443, l'ISA de l'OACI, il y a les conditions EPA, les conditions ISO 5011, et aussi les conditions EPA 12. Attention qu'il y a les EPA, il y a différentes formules d'EPA. Il y a l'EPA 10 et l'EPA 12. Et l'EPA 12, en fait, c'est tout simplement les conditions normales, les conditions standards, pardon. Quand vous entendez conditions standards, c'est les conditions de l'EPA 12, c'est-à-dire celles prises à 25 degrés Celsius et à une pression de 1 atmosphère ou 101 325 pascal. Voilà. Donc, quoi qu'encore les Russes, ils utilisent d'autres systèmes. Il y a d'autres systèmes. Bon, enfin, il y a pas mal de systèmes. Il y a pas mal de. C'est pour ça que je vous dis que bon, ouais, il faut en retenir deux. Ce sont les conditions normales de température de pression, c'est-à-dire 0 degré Celsius ou 101 325 ou à 101 325 pascal, ou les conditions standards, qui sont les conditions de l'organisation prescripteur, qui est l'EPA 12, EPA 12, et qui sont les conditions, on va dire, standards, EPA 12, c'est-à-dire 25 degrés Celsius et 101 325 pascal.
Bon, vous l'aurez compris que l'air, donc c'est un mélange de gaz, hein, c'est un mélange, on va dire, de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Et on sait bien que le gaz, donc l'air, est inodore, incolore et comment on appelle ça, invisible. Il est invisible. Donc, heureusement, parce que si l'être humain devait voyager sur un environnement où on verrait le gaz, ça serait embêtant. Donc, la nature a bien fait les choses, on va dire. Bon, heureusement qu'il est inodore, parce qu'on sentirait l'air partout, ce serait embêtant. Et heureusement qu'il est euh, incolore. Incolore et invisible, en fait. Heureusement. Sinon, ce serait un petit peu embêtant pour voyager, pour, pour se retrouver dans un espace où on aurait, je veux dire, une aire colorée, une aire, comment on appelle ça, avec odeur. Ce serait embêtant. Heureusement que l'air n'a pas d'odeur et l'air n'a pas de couleur. Alors, vous aurez compris que l'air, quand je parle d'air ici, c'est l'air sec, hein. Bien sûr, c'est pas l'air humide, c'est l'air sec. Quoi qu'il y a des théories sur les airs secs et les airs humides, c'est pas le but du jeu d'expliquer l'air sec et l'air humide ici, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, l'air, c'est une composition de mélange gazeux. Et si on devait dessiner l'air, ben, on mettrait par exemple, il est constitué d'azote N2, d'oxygène O2, en grosse partie, hein, et d'argon. Donc ici, je devrais mettre par exemple 20 boules, 80 boules de N2, je dois en mettre 80. Je devrais mettre 20 boules d'oxygène. Voilà. Et ça serait l'air. Avec, on va dire, une petite boule d'argon. Voilà, l'argon. Donc, 80 boules d'azote, de diazote, 20 boules d'oxygène et une boule d'argon. Mais vous comprendrez qu'il n'y a pas que du diazote et que de dioxygène. L'oxygène, bon, vous aurez compris que l'oxygène, on en a besoin pour vivre. Hein. L'oxygène, bon, je veux dire, ça intervient dans le système de la respiration. De la respiration et bien d'autres systèmes pour les végétaux. Donc ici, pour la respiration est constituée d'inspiration et d'expiration. On inspire donc de l'air qui est dans l'environnement atmosphérique, donc sur Terre, et non, voilà, de l'air sur Terre, et pas dans l'eau, bien sûr, parce que dans l'eau, c'est autre chose. Hein. On ne respire pas dans l'eau, on respire en dehors de l'eau. Donc dans l'atmosphère gazeuse, atmosphère, et donc on respire des gaz, différents types de gaz, et ça dépend du lieu où on se trouve, parce qu'on peut respirer aussi bien du diazote comme du dioxygène et de l'argon, mais aussi des poussières de toutes sortes en fonction de l'environnement. En fonction de l'environnement, on peut avoir des poussières d'usine, des poussières de voitures, des poussières de voilà, ou beaucoup de CO2 si on est près de voilà, près de voilà d'un environnement qui produit beaucoup de CO2. Voilà. Et donc, on inspire tous ces gaz-là, et c'est bien sûr, vous l'aurez compris, le système respiratoire qui va s'occuper à extraire donc le dioxygène pour l'envoyer vers les cellules. Et renvoyer, bien sûr, rejeter les déchets qui sont le CO2. Le CO2. Voilà. Donc on rejette du CO2. Tout comme les végétaux rejettent du CO2. Et beaucoup de choses rejettent du CO2. Notamment tout ce qui est entreprise qui utilise le carbone. Puisqu'en fait dans le CO2 il y a CO2. Donc il y a carbone. Donc qu'est-ce qui utilise du CO2? Qu'est-ce qui peut émettre du CO2? Ben, tout ce qui vient des structures carbonées.
comme le charbon, les pétroles, etc., etc. Voilà, donc ici, on a diazote en majorité. On va dire c'est 78,0 et quelques pourcents. Hein. Voilà, pour une mole, par mole, hein. Ça c'est pour une mole, bien sûr. Vous aurez compris que ça j'ai représenté une mole d'air. Alors, bon, le dioxygène, on a 20,95%. On retrouve de l'argon à 0,934% par mole, et donc presque rien. Et tout le restant, en fait, on retrouve du dioxyde de carbone, vous l'aurez compris, à 0,04% par mole. Hein. On est déjà à 400 parties par million de dioxyde de carbone, autant dire presque rien. Du néon, hein, on retrouve des gaz rares, du néon, de l'hélium, du krypton, comment est-ce qu'on appelle ça, du xénon, du radon. On retrouve aussi du NO2, dioxyde d'azote, mais en partie par million, bien sûr. Hein. Vous comprendrez que c'est un dioxyde d'azote, c'est en partie par million. Il n'y a presque rien en fait. De l'ozone, O3, du protoxyde d'azote, N2O, en partie par million. Heureusement. Parce que sinon, s'il y en aurait beaucoup de protoxyde d'azote, je me demande si c'est pas avec ça qu'on endort les gens. Donc, heureusement que c'est en partie par million, parce que sinon, l'air vous endormirait s'il en contenait beaucoup. Bon, donc on a dit, ça peut contenir des hydrogènes toujours en partie par million, du méthane, hein, du méthane en partie par million encore une fois, et comment est-ce qu'on appelle ça, monoxyde d'azote. Voilà. Donc on voit bien, comme il y a du N2 et du O2, eh bien, fatalement on va retrouver du NO2, fatalement. Donc on va retrouver du NO2, du NO et du N2O. Combinaison azote-oxygène, mais en partie par million cela. C'est-à-dire c'est comme hein, une voiture quand elle fait sa combustion, elle rejette des pollutions et on retrouve les NOx. Ici, les NOx, bon, on les retrouve dans l'air. Voilà, voilà. Donc on a du NO qui est du monoxyde d'azote, NO2 dioxyde d'azote, et le N2O qui est le protoxyde d'azote, et tout ça se retrouve en partie par million. Et plus, fatalement, plus l'environnement est pollué, plus on retrouvera ça par des voitures, par exemple, plus on retrouvera ça, je veux dire, en proportion, partie par million, plus importante. Voilà. Ouais, donc, en fait, la majeure partie des gaz, c'est du N2, O2, et voilà. Et que la respiration se fait avec l'O2, exclusivement avec l'O2. Et que le N2 dans la respiration n'intervient pas des masses. Voilà. Alors, la masse volumique, j'ai dit qu'elle valait le ρ. La masse volumique est une fonction de la pression et de la température. Ouais, parce qu'en fait, la masse volumique est une variable de thermodynamique, donc fatalement, elle dépend des variables principales de thermodynamique, c'est-à-dire pression et température. Hein. Voilà. Donc la pression, voilà, elle vaut 1,293 fois. Donc ça c'est, les unités c'est kilo par mètre cube bien sûr. 273,15, bien sûr c'est en Kelvin, divisé par, vous l'aurez compris, la température, fois la pression divisé par 101 325 pascal. Donc vous voyez que elle varie en fonction de la pression et de la température. Mais que si je mets ici les conditions CNTP, ben, la température en CNTP vaut 0 degré Celsius, c'est-à-dire 273,15 en température thermodynamique. Voilà. Et pour la pression, ben la pression aux conditions CNTP vaut 101 325 pascal. Donc autant dire que ceci va se simplifier et on va retrouver le ρ en fonction aux conditions CNTP qui vaut 1,293 kg par mètre cube. Voilà. Donc on va travailler aux conditions CNTP.
Et on va se dire que l'euro vaut, aux conditions CNTP, 1,293 kg par mètre cube. Voilà. Oui, mais il faut savoir qu'ici, on a combien de mètres cubes? On a 2,4 mètres cubes de gaz. Donc, 1,293 kg, c'est pour 1 mètre cube. Autant dire que pour 10 mètres cubes, on aura 10 fois plus, c'est-à-dire 12,93 kg. Donc, c'est proportionnel. Donc, et pour 100 mètres cubes, j'aurai 129 kg. Voilà. Donc, pour donner un exemple, si j'ai 1 décimètre cube de gaz, non, si j'ai 100 mètres cubes de gaz, ben, j'aurai 100 fois plus, c'est-à-dire une de 129,3 kg. Voilà, à l'air libre, hein, si je prends de l'air comme ça, et que je le renferme dans un réservoir, ben, en fait, 100 mètres cubes vont peser 129,3 kg. Bon, mais ici, ce gaz-là, on n'a pas 100 mètres cubes. On a 2,4 mètres cubes. Ce qui veut dire qu'on a 2,4 fois 1,293. Bon, je vais faire le calcul. Donc là, on a fait, c'est une bête règle de 3. On a fait fois 2,4. Donc ici, je dois multiplier par 2,4. Donc 1,293 fois 2,4. Voilà. Donc voilà que pèse 2,94 mètres cubes de gaz aux conditions CNTP. Ça mesure 3,1032 10 millièmes de kilo. C'est 3 kg et 1032 10 millièmes de kilo. Voilà que pèse 2,4 mètres cubes. Oui, mais le problème, c'est qu'on va comprimer ce gaz-là. Donc, on va comprimer ce gaz-là sur 8 litres. On va réduire son volume à 8 litres. Autant dire que la pression va augmenter. Et 8 litres représente, 1 litre représente 1 décimètre cube. Donc 8 litres, c'est 8 décimètres cubes. Et 1 décimètre cube vaut 0,001 mètre cube. Donc 8 décimètres cubes vaut 0,008 mètres cubes. Donc 8 décimètres cubes, c'est 8 millièmes de mètre cube. Donc 8 litres, c'est 8 décimètres cubes, et 8 décimètres cubes, c'est 8 millièmes de mètre cube. Voilà. Donc il faut mettre tout dans les bonnes unités. Donc voilà. Donc la masse volumique comprimée, c'est égal à la masse qu'aurait en CNTP, hein, de 2,4 mètres cubes, divisé par le volume qu'il occupe. Donc au départ, on a entré combien? On a entré aux conditions CNTP, on a rentré 3,1032 kg. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait rentrer. On a fait rentrer 3,132 kg, puisqu'on a rentré 2,4 mètres cubes, qui représente 2,4 mètres cubes aux conditions CNTP. Ouais, mais là, on l'a comprimé à 8 litres. Donc, la masse volumique a changé.
la masse volumique, on mettra, la masse n'a pas changé, 3132 kg divisé par 0,008 mètres cubes. Voilà. Donc je fais 3,0032 divisé par 0,008, ce qui fait 387,9. Rho C comprimé vaut 387,9 kg par mètre cube. Donc en entrant 3 kg que je comprime à 8 litres, mais le gaz comprimé vaudra 387,9 kg par mètre cube. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas un mètre cube ici, hein. On a 8 litres. Hein. On a 8 litres. 8 litres, c'est 8 millièmes. Voilà. Donc, voilà. Là, on est parti du rho CNTP, que l'on connaissait avant de rentrer le gaz. On comprime ce gaz et on a une nouvelle masse volumique. Et cette masse volumique vaut tout simplement la masse qui n'a pas changé et qu'on a rentré à l'intérieur, parce que la masse ne varie pas, divisé par le volume qui l'occupe. Et donc à ce moment-là, on a une masse volumique de l'air comprimé. Et donc, l'air comprimé aura 387,9 kg dans un mètre cube. Donc, aux conditions CNTP, on aura 1,293 kg par mètre cube. Mais le rho de l'air comprimé vaudra, on vient de calculer, 387,9 kg par mètre cube. Et ça, c'est quand on est on l'a comprimé dans un réservoir de 8 litres. Autant dire que quand on comprime sur un réservoir de 8, on met plus de masse. Fatalement, parce qu'on comprime, on essaie de mettre plus de quantité de gaz, d'air. Puisque le but de la compression, c'est ça. C'est d'essayer d'avoir plus de gaz. Plus de quantité, on va dire, massique de gaz à l'intérieur, en comprimant. Hein, je veux dire, c'est comment expliquer ça? C'est comme si on avait dans un bus, des personnes qui montent dans un bus, ben, pour mettre plus de personnes, on va de plus en plus les serrer. Les serrer. Voilà, donc on en mettra plus toujours dans le même volume. Donc on en mettra plus toujours dans le même. J'ai un problème ici, je ne sais pas ce qui se passe au niveau des marqueurs. Donc ici on va serrer de plus en plus les personnes dans un bus pour en mettre de plus en plus. De plus en plus. Ici c'est pareil. Le gaz qu'on va faire rentrer dans le réservoir, ben, on va le comprimer de manière à mettre de plus en plus de quantité de gaz en masse. Donc ici sur un mètre cube aux conditions CNTP, j'en mettais 1,293 kg. Mais quand je le comprime à 8 litres, ben, vous aurez compris que pour un mètre cube, je mettrai 387,9 kg. Plus de matière. Et le but de la compression, c'est ça. Comprimer un gaz, ça consiste à mettre plus de quantité de gaz, toujours dans un plus petit espace, mais avec une pression plus forte, donc fatalement plus de quantité, je veux dire plus de quantité massique. Voilà, je vous remercie.